Alors, j'appelle donc quatre personnes. Monsieur Denis Devert, donc, qui est président de la commission route de l'AUTF. Venez avec nous où vous voulez. Vous avez le choix pour l'instant, donc installez-vous. Donc AUTF, on va dire son alter ego côté voyageur, donc Pierre-Jean Rochette, qui est ici présent, sénateur, qui a une double casquette, qui est à la fois sénateur de la Loire et également chef d'entreprise. Vous mettez où vous voulez, voilà, où vous vous sentez le plus à l'aise. Et enfin, les deux représentants de l'OTRE. Donc, j'appelle donc Christophe Di Constanzo, président conseil métier du TRM. Christophe, installez-vous. Voilà. Et Clément Verdier, donc pour la partie voyageurs. Clément, peut-être à côté, voilà, former des binômes, voilà, comme vous serez un peu censé dialoguer. Alors, on a découpé cette table ronde. On a, donc, il est 18h29, on a 31 minutes. Voilà. Donc, on va aller à l'essentiel, on va passer les messages. Sinon, le ministre, il va parler à 20h. Donc, voilà, et là, on va avoir quelques ennuis. Donc on a quatre thématiques qu'on a vues ensemble. On a évidemment, et qui ont été évoquées par Mme Idrac tout à l'heure, transition énergétique, mix énergétique. Donc, comment on fait côté TRM, comment on fait côté voyageurs. Deuxième point important aujourd'hui en termes de prix, puisque c'est de ça dont on doit parler aujourd'hui. Quels sont les marchés, comment on contractualise dans le TRM, comment on contractualise dans le TRV. Ensuite, le partage de la valeur, donc une notion très importante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit en effet un effet de ciseau qui se met en place, c'est-à-dire les prix qui ont tendance à baisser, des volumes en baisse et des coûts en augmentation. Classique, l'effet de ciseau, ça coupe et ça fait beaucoup, des fois ça fait mal. Donc comment aujourd'hui on arrive à passer ce moment difficile conjoncturel, mais aussi structurel en 2024, et on finira par évoquer, je l'espère, les sujets des centres-villes qui ont été abordés à l'instant. En effet, les accès aux centres-villes aujourd'hui qui se deviennent de plus en plus compliqués, y compris que ce soit pour les gens du voyageur, les opérateurs, les autocaristes, mais également pour les gens du TRM, puisque aujourd'hui l'accès aux centres-villes, et pas que pour Paris, devient assez compliqué. Voilà. Donc moi, j'ai assez parlé. Maintenant, c'est vous qui allez prendre la parole, si je puis dire. Peut-être Christophe côté TRM, et puis après on va faire du ping-pong. Un petit point sur 2024, et puis surtout dans le vif du sujet. Là, on a évoqué la transition énergétique, le mix énergétique, c'est-à-dire l'obligation aujourd'hui d'avoir presque plusieurs énergies. Comment vous le gérez? Quel est le constat et dans la partie TRM? Bien, merci, bonsoir à tous. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement, si on parle de l'année 2024, je pense qu'on peut remonter à déjà fin 2023 pour constater qu'on est rentré dans une difficulté en ce qui concerne les marchés, l'intensité de nos marchés et les volumes en général sur le transport routier de marchandises, ce qui fait que de mois en mois, on sent de plus en plus de tensions dans nos entreprises et les adhérents nous remontent effectivement un moral qui a tendance à baisser au cours de ces derniers temps. Une fois qu'on a dit ça, ça n'apporte aucune solution. Néanmoins, on a effectivement des enjeux auxquels on doit faire face. Je dirais que dans de telles conditions, il faut que l'on fasse donc en sorte que nos entreprises fonctionnent et qu'elles fonctionnent avec un bilan que l'on doit faire chaque année. Donc il y a le court terme à gérer et il y a le plus long terme. Donc le court terme, les entreprises ont l'habitude, et nos dirigeants ont l'habitude de gérer les périodes plus difficiles que d'autres, mais il est certain que dans la période que nous avons entamée depuis quelque temps déjà, la transition énergétique vient apporter un poids supplémentaire puisqu'elle se traduit pour le moment, en tout cas dans la perspective qu'on en a, dans la mesure où on a souvent une injonction qui est l'électrification et cette seule injonction-là, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément adapté aux usages d'une part et que d'autre part, ça crée un mur d'investissement complètement insupportable par nos entreprises. Donc la réflexion, pour répondre à la question, c'est qu'on est très attaché à ce que le sujet du mixte énergétique puisse perdurer le plus longtemps possible. On part d'un moteur diesel qui nous a rendu bien des services jusqu'à présent. Et le constat, c'est qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui puisse le remplacer pour les fonctions qu'il occupe et qu'on sera obligé de réfléchir par usage pour pouvoir vivre cette transition énergétique de façon efficace et viable. Alors, vous pouvez passer le micro ou prendre le micro. Clément, même point de départ dans le côté transport de voyageurs.
Oui, mais je peux peut-être embrayer sur la question du mix énergétique. Je suis un fervent défenseur du mix énergétique. Pour autant, tel qu'il a été imaginé, il va permettre à différentes technologies de cohabiter pendant de nombreuses années. Et ça nous empêche d'avoir suffisamment de visibilité pour réaliser nos investissements. La durée de vie d'un autocar est en moyenne de 15 ans. C'est-à-dire que le véhicule que j'achète aujourd'hui, en 2025, je dois, pour pouvoir l'amortir correctement, l'utiliser jusqu'en 2040. Si je veux être compétitif sur mon marché aujourd'hui, lorsque je réponds à un appel d'offres ou que je dois acheter un autocar de tourisme, les seules technologies techniquement et économiquement viables sont encore des technologies thermiques, même s'il s'agit de bio-GNV ou de biocarburants. Notre crainte, c'est que vont devenir ces véhicules dans 5 ou 10 ans, lorsque on verra un afflux de véhicules électriques sur le marché, des contraintes supplémentaires. On parlera tout à l'heure des ZTL ou alors des clients qui vont nous demander de passer plus rapidement à l'électrique. Donc on manque encore vraiment de visibilité pour les 5 à 10 prochaines années dans nos choix d'investissement à faire aujourd'hui. Alors, monsieur Rochette, sénateur, mais aussi chef d'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, la puissance publique, c'est un terme qui revient beaucoup, ça, aujourd'hui, c'est-à-dire que les investissements sont lourds, on a besoin de visibilité, de stabilité, de pérennité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intégré? Est-ce que dans le côté voyageurs, les AOM intègrent ce paramètre? Malheureusement, ça dépend parce que vous avez autant d'appels d'offres lancés par différents donneurs d'ordre que de réponses. Certaines valorisent l'électrique, d'autres les biocarburants, certaines ne valorisent absolument pas les biocarburants, ni même les véhicules hybrides qui sont sortis récemment. La réalité, elle est que pour l'instant, les grands perdants sont les opérateurs de transport. Parce que nous venons, enfin moi j'ai connu une génération où nous gagnions, je parle au passé, à la fois sur l'exploitation et à la fois sur la plus-value de parc. Et aujourd'hui, le sujet, il est là. C'est qu'on est en train de perdre la plus-value de parc. Et aujourd'hui, les collectivités qui nous entraînent vers une décarbonation un peu forcée, mais je crois qu'on a envie d'y aller, enfin, les transporteurs ont envie d'y aller. Mais certaines collectivités vont peut-être un peu trop vite et du coup veulent accélérer et proposent aujourd'hui, dans le voyageur, d'acheter le parc. Donc les transporteurs sont pour le coup en plus dépossédés de l'aspect patrimonial du sujet. Donc là, ça devient une difficulté. Moi, je crois que, bon, il y a deux mondes, et Clément l'a très bien dit, il y a le thermique, qu'il soit biocarburant, et là-dessus, c'est vrai que la facilité que nous avons à le mettre en place sur les territoires est assez évidente. Aujourd'hui, du biocarburant, même en territoire rural, ça fonctionne très bien, c'est pas très compliqué. Au niveau entretien, c'est la même chose, globalement, à quelques différences près, au niveau des régularités de filtration, mais bon, c'est léger. Et puis, il y a le grand saut vers après. Et après, c'est quoi? C'est l'hydrogène, c'est l'électrique. Effectivement, ce sont ces technologies-là. Moi, je pense que l'électrique sera, sur le temps long, ce qui va... Bon, chacun a une opinion là-dessus. Bien sûr. Vous demandez dans la salle, vous allez avoir autant d'opinions différentes que de personnes présentes. Mais nous sommes et nous devons rester le pays du nucléaire. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et si nous loupons aujourd'hui le virage au niveau du verdissement de notre pays et par conséquent de nos mobilités, nous prendrons un coup de retard pour la suite. Et les chiffres qui sont parus encore ce matin sur le fait que la France était devenue un pays exportateur d'électricité à nouveau sont plutôt encourageants. Si notre parc nucléaire se renouvelle, il est évident, il va se renouveler puisque les décisions ont été prises en ce sens, mais dans ma tête, je fais allusion à la partie liée au SMR, au Smart Modular Reactor, qui, à mon avis, sont une révolution à laquelle, qui va vraiment être quelque chose de grand. Mais bon, il faut laisser les technologies avancer, mais le SMR sera une véritable révolution. Et je pense que nous devons accompagner, la nation doit être derrière ce projet. Ouais, donc. Mais le sujet aujourd'hui sur les collectivités, et je le redis, c'est aussi la dépossession du parc.
Et puis la revente. Et la revente, bien La sûr. revente, bien sûr, parce que la valeur... Juste un point, et après, avec M. Devert sur la partie AUTF. Quand même, un point aujourd'hui, Mme Idrac l'a souligné, c'est aussi un choix industriel aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, Daimler a fait savoir, par exemple, le groupe Daimler, que le mix énergétique allait être proposé dans sa gamme jusqu'en 2039 et qu'en 2039, le choix industriel du groupe Daimler, qui n'est pas un petit industriel mondial, ça sera hydrogène électrique. C'est-à-dire qu'ils vont sortir tout le reste. Est-ce que ça aujourd'hui, ça doit rentrer, donc là on est clairement dans un choix industriel d'un groupe mondial qui fait un choix industriel. Est-ce qu'aujourd'hui, cette clarté, elle est nécessaire et qu'en pensez-vous, vous, en tant que sénateur, là, pour le coup? Ah ben moi, je pense que, vous savez, à partir du moment où les Allemands sont clairs, on gagne un petit peu, quoi. Parce que, quand même, par le passé, ils n'ont pas toujours été très clairs. Je suis désolé de le dire comme ça. Je vais peut-être déjà me fâcher avec une partie de la salle, puis ça continuera plus tard. Mais les Allemands ne nous ont pas accompagnés, hein. N'ont pas été tout à fait loyaux sur le sujet énergétique. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Bon. Et aujourd'hui, on en paye un peu les conséquences. Et les effets d'annonce sur les retours en arrière, ça déstabilise aussi la filière. Donc moi, je suis ravi que pour le coup, sur le véhicule industriel, on ait une vision sur le long terme. Et il faut que les Européens, sur ce sujet-là, soient dans la même veine tous. Sinon, à l'arrivée, on perdra collectivement. Parce que les Chinois ne vont pas nous faire de cadeaux. Hein. C'est clair et net. Hein. Bien sûr. Les Chinois seront présents sur la voiture. L'utilitaire ne va pas les intéresser tout de suite, mais le poids lourd, si on fait trop de tergiversations, ils vont s'occuper de nous. Ouais, je ne peux pas être plus clair. Bien sûr. Merci. Alors, au nom de côté, là, on bascule côté marchandises, donc au nom des chargeurs, vous représentez donc la UTF. Est-ce qu'aujourd'hui, les chargeurs, hein, donc les clients des transporteurs, aujourd'hui, on l'a bien compris, ils intégraient évidemment le mix, le changement, la transition et la trajectoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté pour vous, acheteurs de transport? Bonsoir. Oui, la même, je pense, que pour les transporteurs, puisque au sein de la UTF, on a 140 représentants, sociétés industrielles, 30 fédérations, et parmi ces industriels, on a certains qui sont en compte propre, qui exploitent avec les mêmes problématiques que vous, transporteurs, des conducteurs et des véhicules. En fait, les chargeurs décarbonent depuis pas mal de décennies, assez naturellement pour les techniques qu'on pourrait appeler maintenant des techniques de grand-père, mais qui sont les ficelles qu'on utilise dans le cadre du label FRED 21, qui est le pendant de Objectif CO2 pour les chargeurs. Ça revient à dire qu'un industriel va travailler les spécifications de ses produits pour les rendre plus compacts, ses schémas de palettisation pour charger un peu mieux les véhicules, optimiser les taux de chargement, etc., limiter les kilomètres à vide, et travailler tous ces axes qui sont à la fois porteurs de réduction d'émissions de CO2, et également d'économie financière. Donc c'est un peu la magie de cette solution-là, qui est une recette très ancienne, c'est que les flux d'argent et l'économie de CO2, ça va dans le même sens. Pas besoin de subventions, besoin par contre de beaucoup de réflexion et de collaboration entre les acteurs de la chaîne pour mettre en place des solutions, parce que ce qui était facile, on l'a fait depuis longtemps. Ce qui est complexe demande beaucoup de partenariats entre les différents acteurs de la chaîne. Ça, on le fait depuis longtemps. Après sont venus les carburants alternatifs, où progressivement on a fait du gaz, biogaz et puis HVO. Je pense que ça se développe assez naturellement, progressivement, sans surcoût majeur. C'est plus cher, là. On en parlera du surcoût tout à l'heure. Mais ça se développe et c'est une solution qu'on plébiscite également. Vient le troisième volet qui est celui de la feuille de route de décarbonation qui prône à terme électrique et hydrogène. Et là, évidemment, c'est plus compliqué pour des raisons purement financières. Déjà, vous parliez de l'Allemagne. J'ai un patron allemand qui m'a confirmé ça. Effectivement, quand on utilise un véhicule électrique en France, l'électricité est décarbonée, c'est nucléaire. Donc très bien. Si vous faites la même chose avec un véhicule électrique en Pologne ou même en Allemagne, on ne décarbone pas, quoi. Donc l'électrique n'est pas une solution universelle et ça suppose derrière qu'il y ait tout un programme que vous évoquiez de sources d'énergie décarbonées et après un projet de société qui vise à financer l'ensemble de cette chaîne puisqu'évidemment les investissements sont énormes. On partage le même constat et la même préoccupation que vous. On aimerait aller dans cette direction-là. Ce qu'on voit, c'est que les transporteurs qui ont réussi ou qui ont manifesté un investissement sur les véhicules électriques récemment l'ont fait dans le cadre d'appels à projets. Ils ont présenté les dossiers, obtenu des subventions et maintenant ils testent
que ce soit en porteur électrique en zone urbaine ou bien, je crois aussi parfois avec des tracteurs, des solutions électriques pour voir un peu ce que ça donne. Pour nous, ça reste dans le champ de l'expérimentation, en particulier, j'imagine, ciblé sur les ZFE ou ZFE à venir. Mais donc, on a malgré tout un gros point d'interrogation sur ce que pourraient devenir ces solutions si les subventions, en France comme dans les pays étrangers, baissent. Alors, une question assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les chargeurs, alors, sont des milliers, hein, mais auraient intérêt à être prescripteurs d'un type d'énergie plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on verra demain cette possibilité-là ou pas, ou libre aux opérateurs de choisir gaz, biogaz, électricité, voilà. Et comment ça peut évoluer sur ce sujet-là? Je pense que les chargeurs sont des sociétés qui ont les mêmes contraintes que les transporteurs. On veut survivre, donc on doit faire du profit. La source de nos profits, c'est de garder des clients et de faire des marges avec ce qu'on leur vend. Donc les moteurs sont financiers et commerciaux. Ce sont les seules motivations. Est-ce que commercialement j'ai un intérêt à aller vers telle ou telle énergie? Est-ce que je vais pouvoir le vendre, faire du marketing autour de ça? Oui. On voit beaucoup de grands groupes qui s'orientent, je ne vais pas parler de greenwashing, mais en tout cas, c'est en général ce qui motive le choix des solutions. Et je dirais non, a priori, la préoccupation majeure qu'on entend auprès de l'essentiel des industriels chargeurs, c'est une préoccupation économique. On peut aller chercher des solutions de décarbonation, on ne peut pas le faire pour la plupart des secteurs d'activité. Évidemment, il y en a qui ont des marges opulentes pour lesquelles le transport représente une faible proportion du chiffre d'affaires. Puisque vous avez le transport qui représente 10, 15, 20% de votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas prendre un markup de quelques dizaines de pourcents sur le coût de transport qui serait dû à une énergie décarbonée. Vous ne le ferez pas. Alors, dernière question, et on va dérouler sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin vous, avec le recul que vous avez depuis quelques années où on commence à entrer des véhicules autres que gazole, est-ce que vous avez vu un impact sur les prix en termes de répercussions? Vous l'avez évoqué. Sur l'achat des prix du transport. Sur l'achat de prix du transport. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est une raison logique et légitime de hausse des prix aujourd'hui dans le transport? Le mix énergétique ou la transition énergétique a-t-elle plutôt été répercutée dans les prix ou pas? Il y a plusieurs formes, mais je dirais que c'est plutôt un vecteur d'engagement dans la durée entre transporteurs et chargeurs. Il y a un investissement initial qui doit être fait, qui peut effectivement se retrouver dans le prix, mais en général, il se retrouve plutôt dans la durée d'utilisation et dans le mode d'utilisation. Mais si on choisit bien le flux, le type d'activité, je pense par exemple aux véhicules gaz qui sont en place depuis longtemps, en général, c'est plutôt ce genre de solution-là. Mais les carburants de substitution, type HVO ou quelques autres, oui, là, il y a clairement un markup. Pas sur le tarif hors carburant, mais bien dans le carburant, oui. Évidemment. Alors, on déroule sur ce point-là. Répercussions aujourd'hui, transition énergétique, nouveaux carburants, nouvelle façon de faire, nouveaux véhicules. Est-ce que ça a déjà un impact sur les prix? Bien expliqué. Et on parlera des indices CNR tout à l'heure, hein, puisqu'en effet, ça a été évoqué, les coûts de revient aujourd'hui, on les connaît. La profession profite de cet outil. Il est évident que cela a une répartition sur les coûts. Alors, si on part de notre référence, qui est le moteur diesel, lorsqu'on va vers les autres solutions thermiques, les coûts sont supérieurs en coût d'investissement, donc en coût de détention des véhicules. Lorsqu'on passe à la rupture technologique et qu'on va vers l'électrique, et plus on va vers des engins lourds, plus on va connaître des écarts de prix qui sont très importants et qui ne sont pas la seule limite, puisque par ailleurs, ces véhicules-là n'ont pas la même autonomie que peuvent avoir les véhicules thermiques. Donc, dans l'organisation des choses, tout ce qui a été, et le GNV a été précurseur en la matière, je pense, donc avec un surcoût d'investissement qui au départ était de l'ordre de 20% sur l'investissement moteur, dans une stratégie et un accompagnement et une mise en place de contrats spécifiques avec des donneurs d'ordre et des chargeurs, ça permettait effectivement de se discuter dans la mesure où ensuite 20%, bon, c'est une question, je dirais, d'une année de plus d'amortissement qui permet de passer le cap et d'organiser les choses. Encore faut-il, et c'est ce qui a été, je pense, néfaste pour cette filière-là, c'est que post-crise donc de la guerre Ukraine-Russie,
On a connu, alors que jusqu'à présent les deux énergies étaient strictement liées, je dirais en termes de coûts, on a connu un impact très fort sur l'augmentation du prix du gaz. Vous parliez de stratégie énergétique de certains pays. Donc le gaz est parti en flèche et n'a pas du tout été accompagné dans cette déconnexion qu'on a eue avec le gasoil. Donc, et a mis bien des entreprises qui avaient fait le choix de cette alternative en difficulté. D'où l'importance de l'usage, j'y reviens, et de la contractualisation avec les chargeurs pour prendre un engagement dans le temps qui permette de créer et d'inventer un nouveau schéma économique. On parlera tout à l'heure de la partie appel d'offres et partie contrat entre évidemment donneurs d'ordre. Donc évidemment, même question sur le coût ou surcoût dans le transport routier de voyageurs, en sachant que vous avez depuis pas très longtemps, beaucoup moins longtemps que le TRM, les indices CNR aujourd'hui qui vous font un découpage du coût de revient, dans lequel évidemment apparaît l'énergie, et qui est mis en place, je crois, depuis 2022, sauf erreur de ma part, hein, c'est ça. Aujourd'hui, même question, est-ce que vous constatez un surcoût à l'exploitation, enfin pour dire les choses clairement, quoi. Oui, voilà. oui. Et de combien et sur quel type de trafic? Oui. Sur l'investissement, d'abord, Christophe l'a dit tout à l'heure, mais les écarts de coûts d'investissement dans le transport de voyageurs, dans les autocars, sont à peu près identiques à ceux constatés dans la marchandise. On est sur du simple au double, voire au triple lorsqu'on veut passer sur de l'électricité. Je vais insister aussi sur des coûts dont on parle un petit peu moins souvent. Il faut savoir que lorsqu'on doit recharger un véhicule électrique, on ne peut plus le stationner au domicile du conducteur. Or, il est d'usage dans notre métier de transport interurbain et notamment de transport scolaire de stationner le véhicule chez le conducteur pour éviter des trajets à vide entre le domicile du conducteur et le dépôt. Donc là, on va générer des surcoûts d'exploitation, de main-d'œuvre et de coûts de roulage pour venir recharger le véhicule au dépôt tous les jours. Un autre paramètre important aussi est celui de l'optimisation de la durée de vie de la batterie. Le coût de la batterie dans le coût d'exploitation d'un véhicule électrique est très important et on sait que la durée de vie de la batterie est inférieure à la durée de vie du véhicule. Donc il faut l'optimiser pour maximiser cette durée de vie du véhicule. Et donc pour cela, en fait, il faut se doter d'outils de pilotage des recharges de batterie pour justement prolonger leur durée de vie. Donc de nouveaux outils dans lesquels on doit investir, former les équipes aussi, organiser notre exploitation pour permettre ces différentes puissances de recharge. Et là, si on vous écoute, on n'est qu'à un début de cycle. En fait, on est dans une nouvelle période, on démarre une nouvelle ère finalement. On en a pour des années finalement à intégrer ses savoirs, ses compétences, ses usages. Oui. Alors, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, l'électrique est maîtrisé dans certains pays, notamment asiatiques, ouais. Donc on sera assez rapidement opérationnel. En revanche, effectivement, cela aura un coût. Bien sûr. Monsieur Rochette, là-dessus, est-ce que la puissance, enfin, le côté du voyageur, le public, les AOM, on parlait tout à l'heure des autorités, donc elles sont en puissance. Est-ce qu'elle intègre, est-ce qu'elle doit intégrer, est-ce qu'elle arrive à intégrer, quand elle fait et on va basculer sur les marchés, les contrats, aujourd'hui dans les appels d'offres publics, notamment les marchés, est-ce qu'aujourd'hui c'est intégré, puisqu'elles sont en même temps moteurs de cette transition énergétique? On va pas se mentir, c'est intégré, mais l'offre qui est retenue encore la plupart du temps aujourd'hui, c'est le moins disant. Bah, on dit la mieux disante, mais bon, la mieux disante. Qui en général, il est la moins disante, bien donc, sûr. Oui. Bien entendu, tout le monde souhaite que ce soit intégré, mais on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un secteur très concurrentiel, que ce soit la marchandise ou le voyageur, et à l'arrivée, c'est le prix qui fait la différence. Sur la possession du véhicule, c'est le TCO qui va compter sur le temps long. Il n'y a que ça qui compte. C'est combien ça coûte au kilomètre, en détention et en roulage. La grosse différence entre l'électrique et le reste, et d'ailleurs Christophe l'a parfaitement dit, c'est qu'avec l'électrique, on maîtrisera, alors même si on n'a pas su le prouver sur les dernières années, mais avec les décisions et les mesures qui ont été prises au niveau national, ça devrait logiquement, ou alors ça va être redéfait demain, mais ce qui est actuellement lancé, c'est que nous maîtriserons le coût de notre électricité. Donc on ne dépendra plus des Russes sur le gaz ou du pétrole, parce que c'est eux aussi qui jouent sur le prix du carburant, on va pas se mentir. Donc c'est un choix aussi pas évident pour tout le monde. On voit bien, enfin, moi je sais très bien ce que c'est que
que de changer un parc. Et au niveau législatif, il y a quelque chose aussi qu'on doit bouger. Clément l'a parfaitement illustré. C'est le retour aussi dans nos exploitations du foncier, notamment en voyageurs. Parce que pour recharger, il faut avoir du foncier. Ouais. Et quand on a des exploitations qui sont éclatées, il faudra qu'on ait un site pour recharger. Et là-dessus, on a un gros travail à faire au niveau législatif, parce que dans les collectivités, les transporteurs, voyageurs ou marchandises, nous sommes très mal perçus. Et quand on cherche un terrain, on nous dit tout le temps, ben non, transport, il n'y a pas pour vous. Ils attendent tous Microsoft ou Apple, mais ils ne viennent pas. Bien sûr. Tandis que nous, on peut s'installer, mais ils ne nous veulent pas. Et il n'est pas normal que dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, pour ceux qui connaissent les acronymes, je suis désolé, la France, il n'y a que des acronymes. On n'a pas besoin d'avoir du terrain constructible quand on est transporteur. On n'a pas forcément besoin d'avoir du terrain en zone économique constructible. On ne veut pas consommer du foncier. On a besoin de stationner et d'avoir un petit peu de constructible. Et là-dessus, on doit faire évoluer les choses. Notre profession est mal comptabilisée dans la consommation foncière, injustement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des surfaces pléthoriques. On veut pouvoir stationner la plupart du temps et recharger. Et si on ne règle pas cette problématique-là, ça posera un problème supplémentaire dans la décarbonisation et dans le verdissement des parcs. Merci. En effet, alors, on va basculer sur ce point 3, puisque le temps passe assez vite sur aujourd'hui la relation. On reprend le titre, hein, l'indispensable complémentarité. On sait en même temps, et je vais vous passer la parole au nom de l'AETF, mais on sait qu'aujourd'hui, quand il y a des tensions, et ça a été évoqué tout à l'heure, économiques, les temps sont un peu plus difficiles. Quelle est aujourd'hui, dans l'appel d'offres, dans les appels d'offres et dans le contrat, quelle est la place donnée à la visibilité, à la pérennité? Aujourd'hui, c'est une très forte demande de tous les opérateurs de dire finalement ces investissements nous obligent à voir à plus long terme et on ne peut pas investir en se disant dans 2 ans. Comment vous intégrez? Est-ce que vous pouvez l'intégrer, hein, vous, les chargeurs, et comment vous le faites aujourd'hui dans vos appels d'offres? Ok, on n'a pas la même approche que le transport de voyageurs, puisque malgré le ralentissement actuel, on est quand même plutôt sur un marché de pénurie de conducteurs, pénurie de moyens de transport. Et les chargeurs raisonnent, enfin je pense, essentiellement en cherchant à être attractifs. On cherche à comprendre si on va pouvoir être attractif pour les transporteurs que l'on aborde par le biais d'appels d'offres. Et il y a 2 types d'appels d'offres. Le tarif est donc un élément parmi beaucoup d'autres, mais l'acheteur transport de marchandises actuellement est plutôt quelqu'un qui cherche à se sécuriser et qui n'aime pas le risque et qui donc va construire ses appels d'offres en fonction de ses paramètres principalement. Tout simplement parce que quand ça se passe mal, les coûts et les dysfonctionnements sont infiniment plus importants que tout ce qu'on aura pu gratter en termes tarifaires. Dans les outils d'appel d'offres qu'on utilise, il y a même des fonctionnalités qui permettent de chanter les tarifs qu'on juge trop bas et on les positionne où on veut, mais on dit voilà, c'est une offre, on estime qu'elle n'est pas sérieuse par rapport à ce que devrait être le tarif sur telle ou telle ligne, et on l'élimine, on ne la regarde même pas. Donc on n'est pas vissé sur le tarif, on ne va pas chercher le mieux-disant, mais on cherche une supply chain qui peut fonctionner. Comme vous le disiez tout à l'heure, les sociétés industrielles qui sont les plus résilientes et qui résident dans les contextes difficiles sont celles qui ont noué des partenariats qui sont solides avec leurs fournisseurs, également avec leurs clients. Les appels d'offres, il y en a de 2 styles et à chaque fois, est-ce qu'on est dans la précipitation et le court terme pour résoudre un problème? Pour prendre un exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps, un de nos transporteurs, j'ose le dire, on a un transporteur lituanien dans notre lot, a fait faillite. Chose incroyable, mais ça arrive. Et donc, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de transporteurs lituaniens à l'OTRE. Mais bon, il faut demander à Jean-Marc. D'accord. Donc je ne crée pas des mois. Mais tout ça pour dire qu'un appel d'offres peut déclencher dans l'urgence parce qu'on a un problème à résoudre et on doit trouver une solution quasi immédiate. Et dans ce cas-là, c'est certainement pas du prix qu'on va chercher. Et en général, on paie plus cher et on trouve des solutions, ou pas d'ailleurs, par le biais d'un appel d'offres. En général, l'appel d'offres qui est le plus porteur de valeur, aussi bien pour les transporteurs que pour le chargeur, sont ceux qu'on planifie longtemps à l'avance, parce qu'on est en termes de contrat, parce qu'il y a des nouveaux flux, des changements industriels, et qu'on doit redéployer ces moyens. Et puis de toute façon, on est toujours... Bien sûr. On nous demande toujours dans la hiérarchie de tester le marché de temps en temps pour savoir si nos tarifs sont bien en phase avec le marché. En général, ils le sont. Mais voilà, bon, c'est ces contextes-là. C'est évidemment la version positive, en effet, d'une chaîne qui fonctionne, où il y a des contrats. Mais Christophe, vous faites-vous le constat aujourd'hui,
je remets pas, mais on entend aujourd'hui beaucoup, alors voilà, ils sont sûrement pas adhérents à UTF, hein, mais d'appels d'offres de circonstances et d'opportunités. C'est quand même des choses qu'on voit arriver de temps en temps, et surtout dans les moments un peu plus difficiles. Christophe, quel est votre regard par rapport à... Est-ce que je dois faire un appel à témoins? Bah, tout le monde a les doigts. C'est Donc, une plaisanter, mais je pense que il y a certainement beaucoup de contrats qui se gèrent de la façon dont vous venez de nous l'expliquer. Ensuite, il y a effectivement tous les jours, on entend des adhérents nous parler de dénonciation de contrats, de remise en cause au fil de l'eau et de recherche systématique de prix plus bas et toujours plus bas. Et en ce sens, on a de grosses difficultés, d'autant plus que, quelle que soit la nature de l'appel d'offres, qu'il soit géré dans la logique que vous venez d'indiquer avec une recherche de pérennité, ou qu'il soit plus agressif, en tout état de cause, dans la fonction que nous avons, de transporteur, il est rare que l'on fasse fonctionner notre unité de production, qui est le véhicule, sur l'adossement d'un seul contrat. Ça peut exister, mais ce n'est pas la majorité des cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du contrat qui va asseoir le début de l'exploitation, il y a tout ce qui doit venir en plus dans l'exploitation pour alimenter le véhicule et faire en sorte que l'entreprise, globalement, soit rentable. Et là, nous, on a cette difficulté, notamment par l'émergence d'offres qui sont quelquefois opaques ou d'offres qui passent par des plateformes et pour lesquelles on manque de visibilité sur la réalité de l'offre et qui font que même si le transport est assis sur un contrat sain pour une partie de l'activité du véhicule, on se retrouve contraint par des tas de formes et des tas de contraintes qui viennent ensuite gréver la rentabilité globale de l'unité de transport du véhicule. Clément, même constat ou marché différent dans le transport de voyageurs? C'est relativement différent dans le transport de voyageurs puisque la plupart de nos activités sont régies par le Code des marchés publics qui nous garantit un cadre contractuel égalitaire et assez mature, puisque ce Code des marchés publics existe depuis de nombreuses années, maîtrisé par les entreprises et également par les donneurs d'ordre. Je vais peut-être formuler 2 pistes de progrès. La première porte sur les modalités de variation des prix. Certes, ces contrats sont généralement pluriannuels, mais comportent des clauses de révision de prix annuelles, ce qui est insuffisant. Nous, on préférerait être sur des révisions mensuelles, idéalement, voire rétroactives. Voire rétroactives, hein, c'est ce voilà. Cela existe déjà dans certains contrats et c'est tout à fait légal. Ouais. Et c'est complètement gagnant-gagnant, puisque au moment de la réponse à l'appel d'offres, le candidat peut partir sur les coûts les plus serrés, les plus bas possibles, parce qu'il a la garantie que ces en cours de route, il peut faire évoluer les coûts. Répercuté à la hausse comme à la baisse, et c'est là que ça sécurise aussi l'autorité organisatrice. Et deuxième piste de progrès est d'absolument mettre en cohérence les critères techniques avec le coût réel que nécessite leur implémentation. Pierre-Jean l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les autorités organisatrices sont trop souvent tentées de retenir le moins 10 ans parce qu'elles ne valorisent pas correctement leurs critères techniques. On parlait tout à l'heure de l'écart de coût de production sur du véhicule électrique. C'est une parfaite illustration. Dire qu'aujourd'hui, tous les appels d'offres valorisent les véhicules électriques. Pour autant, les marchés ne sont pas attribués aux moyens de véhicules électriques, tout simplement parce que les points donnés aux véhicules électriques ne couvrent pas les surcoûts de production générés par ce mode alternatif. Alors, on finit avec vous, Clément, parce qu'il est déjà 19h02 et le temps passe super vite. Alors, on va faire un dernier tour. Peut-être un point avec vous, Monsieur Rochette, puis on va revenir avec vous et on finira avec Monsieur Devat. Je voulais quand même qu'on parle aussi des centres-villes aujourd'hui, qui sont une difficulté assez importante de plus en plus dans le monde, et notamment pour ceux qui font du secteur du tourisme. Voilà. Moi, je voulais vous parler des coûts. Ah, eh ben, allez-y. Parce que dans la marchandise, c'est un métier qui souffre, c'est évident. Et les donneurs d'ordre ne jouent pas toujours le jeu. Il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Et en réalité,
Bon, ben, ça tombe bien, vous ferez la conclusion. Non, mais, Voilà. non, mais c'est pas une attaque. C'est que je l'ai vécu. Bien sûr. Et puis les temps d'attente qui n'en terminent plus pour les chargements. J'ai conduit, je suis pas un grand routier. Hein. J'ai tous mes permis. Je suis pas exceptionnel au volant. Mais j'ai fait un peu et j'ai vu ce que vivent les entreprises. Je sais comment ça marche. Les temps d'attente non rémunérés, tout ça, c'est sûr qu'avec les pays de l'Est, ça marche beaucoup mieux. Parce que là, pour le coup, on n'a pas de problème. Mais il faut se parler franchement. On a beaucoup de choses à faire évoluer dans notre métier. On doit avoir des relations saines, franches et, je crois, sincères et directes avec nos chargeurs. Le verdissement des parcs repositionnera la relation entre les chargeurs, puisqu'il y aura forcément besoin de cette proximité de la recharge. Et la logistique s'organisera un peu différemment. Bon, ce ne sera pas un miracle, mais ça le fera. Sur le voyageur et sur la marchandise, pour terminer, je suis favorable au mégatruck. Je ne vais peut-être pas faire plaisir là non plus à tout le monde, mais je suis favorable. Encore une fois, on est des arriérés en France. Tout le monde va le faire, sauf nous. Il faut aller au mégatruck. Et là, les lobbies que vous représentez, vous devez faire entendre votre voix auprès des parlementaires pour expliquer le bien fondé des mégatrucks. C'est pas parce que c'est plus long que c'est plus dangereux. Si c'est plus dangereux, c'est parce qu'on ne sait plus former nos conducteurs. Sur le voyageur, merci, c'est gentil. Sur le voyageur, on a une difficulté énorme. On a connu une période où les autorités organisatrices étaient fans des groupes. Ouais. Il y a eu la folie des groupes, c'était fabuleux les groupes. Moi j'ai connu mon père quand j'étais gamin, les groupes s'étaient implantés dans ma région, il me disait « T'inquiète pas, ils n'arriveront pas à tout faire au final ». Et il avait raison, mais pendant un moment il a fallu tenir. Et certaines autorités organisatrices ont carrément lancé des appels d'offres énormes, où dans le transport de voyageurs, les petites PME ont disparu. C'est-à-dire quand il faut répondre à un appel d'offres, il faut mettre 80-100 cars d'un coup. Ce qui s'est passé dans le Rhône, dans le Gard, et des DSP uniques de département, il y en a plein. Sur le temps long, on devient sous-traitant du major qui a pris le contrat. Et on rajoute finalement une échelle à l'autorité organisatrice qui a un interlocuteur unique qui lui resous-traite. Ouais. Enfin, on n'a rien gagné à l'arrivée. Ouais. Par contre, on n'a pas trop d'argent pour payer, mais on a de l'argent pour décorer les cars. Je vous transporte avec votre argent, bien sûr, on ne le dit jamais, mais la région vous transporte, machin et tout. Bon. Mais ça, là, on trouve facilement 4000 balles par véhicule, voire plus, pour mettre des livrets. Il faut absolument, et bon, le directeur du GART, malheureusement, s'est excusé, pardon, mais il y a un message à faire passer. C'est que si on aime ce métier, c'est bien les déclarations d'amour, il faut des preuves d'amour. Il faut arrêter ces appels d'offres énormes. On doit redimensionner les marchés pour que les PME et les TPE aient une place dans le marché. Et véritablement, on a tué, et je terminerai là parce que vous allez me dire que je parle trop, mais sur ce point très précis, oui, mais quand on tue tout un secteur d'entreprise, on tue aussi et on fait augmenter les coûts pour la petite école du village qui est au milieu et qui, elle, veut faire sa sortie une fois l'année, elle n'a plus de transporteur. Parce que les majors, ça ne les intéresse pas de faire ça. Donc, le prix double. Il n'y a aucun intérêt à faire du gros, tel que ça a été connu à certaines époques. Et j'espère que les autorités organisatrices de transport écouteront là-dessus et qu'elles reviendront sur des formats plus sages, plus raisonnables, où tout le monde a sa place, les majors et les petits. Mais l'un ne doit pas bouffer l'autre. Alors, merci beaucoup. Là, au moins, c'est clair, vous avez même été applaudi. Clément, et puis on finit. Clément, un mot à ajouter peut-être. Vous souhaitiez parler d'attractivité, rapidement. Un mot important dans le secteur du transport routier de voyageurs. Il y a un sujet d'attractivité aujourd'hui pour trouver du personnel et pour renforcer l'image de la filière. Oui, complètement. On est toujours dans le registre des coûts. Malheureusement, c'est vrai que c'est un petit peu le thème de la soirée. Finalement, c'est le nerf de la guerre. Mais on a enfin pris conscience des contraintes de ce métier de conducteur et de ses responsabilités. Pendant des décennies, on a fait du dumping social et on a précarisé le métier. Et on s'est aperçu pendant le Covid qu'en fait, plus personne voulait faire conducteur d'autocar. Donc on a heureusement réagi
Et donc, on va... Ça, c'est un des prochains enjeux pour vous, en tout cas, c'est de remettre ce métier, d'être attractif. Et renforcer les rémunérations. Ça aura aussi un coût, mais c'est absolument nécessaire pour avoir encore des personnes... L'aspect social dont on a peu parlé ce soir, mais qui est important, évidemment, aussi, aujourd'hui, pour faire venir, pour donner de la valeur à cette... On voulait terminer sur l'idée de la partage de valeur, alors on sent tomber dans les bisounours, hein. Ce que vous avez entendu, Christophe, avant de finir avec Denis, et puis après on va passer la parole à M. Asselin, hein, parce que là le temps tourne. Christophe, un mot ? Partage de la valeur, il faut que tout le monde ait conscience de ce qu'est cette valeur et de ce qu'elle représente au titre de l'aménagement du territoire d'une part et de la survie des entreprises, des TPE et des PME que nous représentons. Ça a été souligné tout à l'heure par Mme Idrac, mais je tiens à le dire ici, on a la chance d'avoir un comité national routier, ce qui nous permet de nous donner aux uns aux autres des lignes directrices, enfin des lignes de véritables référentiels. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit tous s'appuyer et défendre ce comité national routier, le respecter et se respecter entre nous au travers de ce qui peut y être mené comme travaux pour avoir un langage de vérité qui permette de fonctionner ensemble. Merci. Mot de fin, allez. Pour essayer de défendre la voix des chargeurs quand même. En fait, à la UTF, on prône la coopération, l'écoute, l'accompagnement des transporteurs. C'est pas universel, je suis bien d'accord, il y a certainement des cas de figure, mais un chargeur qui n'écoute pas ses transporteurs, alors peut-être qu'il aura une solution, un très bon tarif pendant un court terme, et puis après il perdra son transporteur. Pour savoir comment les transporteurs raisonnent vis-à-vis de nous, on se projette simplement sur comment nous on se comporte vis-à-vis de nos clients. On cherche les clients qui nous assurent nos profits dans la durée, qui s'engagent avec nous et en qui on peut avoir confiance. Et je pense que les transporteurs raisonnent exactement de la même manière vis-à-vis de nous. Et si on ne leur apporte pas ces garanties, ils s'en vont, ils travaillent avec d'autres chargeurs et on perd en qualité de service et en durée de... voilà. Donc... Pas tous. Alors un mot de conclusion et après on appelle M. Asselin. Un mot, mais c'est pas grave, je déborde un peu, vous m'inviterez plus l'année prochaine, c'est pas grave. Un mot, je vais sortir du cadre et là je vais finir de me fâcher avec une partie de la salle, mais c'est pas grave. Notre métier a besoin aussi, à mon sens, d'une réforme de la FCO et de la FIMO. Les FIMO et les FCO aujourd'hui, ça rime à rien. Les simulateurs, j'ai vu, c'est super, mais ça marche pas. Je vous le dis comme je le pense, ça ne fonctionne pas. On n'a jamais autant formé nos conducteurs, on n'a jamais eu des niveaux aussi faibles dans les entreprises. Il faut réformer, et ça c'est du réglementaire, c'est pas moi qui peux le faire, c'est la profession qui doit se mobiliser et aller demander une réforme. La meilleure formation, c'est le tutorat en entreprise. Que les organismes de formation se réinventent pour faire du tutorat en entreprise. Et je terminerai sur un pavé dans la mare que j'ai lancé, et qui a été repris notamment par l'OTRE, et je les remercie, le retour aux équivalences. Ce ne sera pas possible parce que l'Europe va nous empêcher au niveau des permis de conduire, mais on peut travailler vers une simplification et des passerelles permis groupe lourd vers permis D, et notamment pour les petits véhicules. Aujourd'hui, dire à un conducteur de super lourd qu'il n'a pas le droit de conduire un master avec 15 gamins, c'est totalement ridicule. On peut faire évoluer les choses, on n'aura jamais le retour des équivalences parce que c'est un sujet européen, mais on peut simplifier et créer des passerelles pour que, après la vie en marchandises, il y ait une vie aussi dans le voyageur et que ces deux mondes communiquent de manière comme ça se faisait dans le temps, à l'époque où ça marchait pas si mal que ça. C'est ce que vous avez fait ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.